Alors, si j'ai écrit un livre sur les campus, c'est d'abord parce que depuis très longtemps, je suis fasciné par le monde des campus. J'ai eu l'occasion, depuis les années 1960, de voyager beaucoup aux États-Unis. Et là, malgré tout ce que ce pays peut nous offrir de stimulants, j'ai toujours été assez déçu par l'allure de la plupart des villes américaines. Il faut dire que j'avais passé auparavant 2 ans, lors de mes études doctorales, j'avais passé 2 ans en Europe où j'ai pu être émerveillé littéralement par les villes justement que j'ai pu visiter un peu différents endroits en Europe. Alors qu'aux États-Unis, c'était la désolation sur ce plan, sauf dans les quartiers de petites villes ou dans les banlieues de grandes villes où se situait un campus. Et là, même si c'est un monde complètement différent de celui que j'avais rencontré en Europe, j'ai éprouvé en quelque sorte une satisfaction du même ordre. J'en viens maintenant au livre lui-même, où j'ai essayé d'expliquer ce qui faisait de ces campus propices au développement et à la diffusion du savoir. Bien sûr, il faut tempérer un peu cet enthousiasme parce que beaucoup d'universités américaines, à cause de leurs frais d'admission extrêmement élevés, ont contribué à accroître les inégalités sociales et ils ont été le lieu souvent de discrimination extrêmement blâmable. Mais tout ça n'enlève rien à la qualité du lieu tel qu'il se présente aujourd'hui. Il s'agit bien un lieu qu'on peut comparer à une petite ville qui prétend offrir à tous ses résidents ce dont ils ont besoin. Et un lieu de ce type, ça se définit et ça se circonscrit par un plan. Alors, ce qui fait que j'ai, dans un deuxième chapitre, examiné les différents plans possibles de campus, plans qu'on rencontre dans plusieurs d'entre eux. Alors, il y a bien sûr l'espace vert, le green, autour duquel des bâtiments du campus sont regroupés. Mais il y a d'autres plans qui sont structurés plutôt autour d'axes, soit des axes parallèles ou des axes croisés. Et cependant, tous les plans ne sont pas forcément basés sur la géométrie. Alors, j'ai décrit, entre autres, un plan que j'appelle le plan par arborescence, où, dans une entrée officielle, par une entrée officielle, on s'engage dans une allée solennelle qu'on peut comparer à un tronc d'arbre d'où se dégagent des branches au bout desquelles des grappes de bâtiments se sont formés. Alors, il y a plusieurs campus qui se sont développés de cette façon. D'autres campus se sont juchés au sommet d'une colline et ont dû s'adapter à la topographie des lieux. D'autres ont été installés au cœur d'une ville déjà existante et ont dû s'adapter à la grille urbaine de ces lieux. Et enfin, d'autres se sont concentrés dans un immeuble unifié, ou du moins à l'origine, on prétendait pouvoir offrir tout ce dont un campus a besoin. Mais ce qui est surtout important sur un campus, ce sont les immeubles. Et parmi les immeubles, on peut se demander d'abord lesquels se trouveront au centre du campus. Il y a bien sûr la chapelle qui, dans bien des cas, a été voulue par le fondateur, une chapelle qui peut être gigantesque dans certains cas. Alors il y a bien sûr aussi les bibliothèques dont on se demande aujourd'hui quel est l'avenir étant donné les possibilités du numérique, possibilité de lire à distance, certains prédisent même leur disparition. C'est un peu pessimiste, mais devant ça,
la plupart des institutions ont créé les Learning Centers, c'est-à-dire des lieux où professeurs, étudiants et instructeurs parfois se regroupent autour d'ordinateurs et ensemble cherchent à déterminer ce qu'est la meilleure façon de répondre aux exigences de la vie académique. Il faudrait bien sûr aussi parler des laboratoires euh, qui ont été pendant longtemps euh, pris la forme d'usines qui exhibent toute leur tubulure, mais qui, depuis certains temps, sont souvent insérés dans des bâtiments beaucoup plus discrets et plus esthétiquement intéressants. Alors, il y a aussi sur les campus des centres aux étudiants qui sont parfois tout à fait remarquables et qui permettent aux étudiants de se rencontrer, d'échanger entre eux, de vivre une vie sociale normale ensemble. Aussi, sur le campus des résidences étudiantes, que l'on voudrait bien être de petites unités qui permettraient aux étudiants de vivre une vie à peu près normale, mais l'affluence d'étudiants obligeait partout à construire des tours énormes avec les inconvénients que ça peut poser. Sur le campus, ce qui occupe beaucoup de place, ce sont les équipements sportifs. Le Corbusier, dans le livre où il relate son voyage en Amérique, a consacré une petite section au campus. Et il a intitulé cette section « Tous des athlètes ». Alors, ça illustre bien l'impression que lui a faite ces équipements sportifs, surtout sans doute qu'il devait les comparer à ce qu'à son époque en particulier, les universités pouvaient offrir sur ce plan. À côté de tout ça, bien sûr, des équipements culturels. Sur certains campus, il y a des, des, des salles de concert d'une qualité absolument remarquable. Et dans la plupart d'entre eux, il y a des musées d'art et des musées d'histoire naturelle dont la qualité des collections est souvent insoupçonnée. Et j'ajoute, en terminant sur la question des immeubles, des architectures symboliques, je pense entre autres à l'amphithéâtre à la grecque en hémicycle qu'on trouve de plus en plus sur les campus et qui est une sorte d'hommage à la pensée grecque. Il y a ces corridors en forme parfois de galeries de cloître qui permettent de discuter tout en marchant, réfléchir en marchant et qui sont un hommage au monde médiéval. Il y a aussi évidemment ces tours signal qui veulent signaler justement la présence du campus. À côté de ça, dans un quatrième chapitre, j'ai insisté sur le rôle de l'art public qui se développe de plus en plus dans les campus. Et pour en montrer l'intérêt, j'ai distingué quelques fonctions de cet art public. Et ce ne sont pas des catégories étanches, tout ça est interconnecté, mais je distingue quand même une fonction commémorative. Il y a des œuvres qui rappellent des personnalités importantes pour le campus ou des événements importants comme l'accession des femmes à l'éducation supérieure qui est évoquée par des œuvres absolument magnifiques dans certains campus. Je distingue ça une fonction éducative où des œuvres veulent illustrer parfois le contenu même que les étudiants vont découvrir ou vont leur proposer des choses, les faire réfléchir. Il y a aussi une fonction symbolique. Certaines œuvres se veulent le symbole de certains secteurs de recherche, comme le génie, la médecine, la musique. D'autres sont le symbole du club sportif de l'université, de sa mascotte, qui devient souvent le symbole de l'université elle-même. Il y a aussi même une fonction utilitaire, des œuvres d'art de grande qualité
servent parfois de bancs publics sur les sentiers du campus, pourquoi pas. Et une dernière fonction que j'appelle évocatrice, faute de meilleur mot, où des œuvres d'art reproduisent de façon subtile et très élégante des formes. Sur le campus, on trouve souvent des formes géométriques. La sphère, le cube, l'anneau ont été présentés dans des sculptures d'une qualité souvent exceptionnelle. Je termine avec, dans un 5e chapitre, sur ce que j'appellerais des dilemmes que l'on rencontre ou que doivent rencontrer sûrement les concepteurs et les administrateurs des campus. Je vais me contenter de 3 des 6 auxquels je me réfère dans ce chapitre. Je parlerai des dilemmes posés par les relations qu'on appelle town and gown, c'est-à-dire relations entre le campus et la ville environnante, en fait. Il y a dans cette ville des citoyens qui aiment bien, qui ont leur goût, leur désir sur l'architecture, et le campus doit quand même produire souvent une architecture audacieuse, ne serait-ce que pour initier les étudiants aux possibilités de l'architecture moderne, ce qui ne plaît pas toujours aux citoyens d'alentour, qu'il faut quand même respecter. Je parlerai, ça nous amène au dilemme posé par le choix des styles, du style architectural. Est-ce qu'un campus devrait être composé de bâtiments qui relèvent tous d'un même style, de sorte qu'on puisse parler d'un campus parfaitement unifié, comme le sont certains, ou s'il devrait plutôt être une sorte de musée d'architecture qui offre aux étudiants un peu tout, des exemples de ce qu'a été l'architecture tout au long de son histoire. Alors, il y a des campus nombreux qui peuvent illustrer ça de façon assez éloquente. Enfin, le dilemme que j'appellerais de l'intercommunication, c'est une valeur que de plus en plus, sur laquelle on insiste de plus en plus. On voudrait que les étudiants et professeurs de tous les départements, de tous les secteurs se rencontrent pour discuter entre eux, échanger. On considère que c'est là une des choses les plus importantes qui doit se réaliser sur un campus. Alors pour ça, on tend à densifier le campus le plus possible pour multiplier les occasions de rencontres. Mais on pourrait vouloir aussi l'étendre le plus possible pour bénéficier au maximum du contact avec la nature et d'une atmosphère paisible. Or, ce sont des réflexions de ce type que j'ai cherché à développer pour mieux voir ce que sont les campus et peut-être ce qu'ils devraient être. Je vous remercie beaucoup.